Et on va commencer. Comme d'habitude, peut-être d'abord un petit tour sur Avisio. Avisio, on connecte les meilleurs talents aux plus belles boîtes, à Paris, mais aussi en région, avec notamment quelques Parisiens qui veulent partir en région. On travaille grosso modo avec 300 clients, principalement de la tech. Et donc, c'est pour ça qu'on aborde des événements avec un double prisme. Donc, ça s'appelle les Expert Insights et c'est l'idée d'avoir à la fois un retour métier, mais aussi un peu les problématiques, plus parfois techniques, propres à un métier. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser au métier du produit et comprendre notamment les sujets structuration. Donc, il y a évidemment plein de choses dedans. Ça inclut un peu de l'organisation, un peu un sujet RH. Mais ce qui vous intéresse surtout, et généralement là où il y a le plus de questions, c'est évidemment comprendre comment Olivier et Fanny eux-mêmes l'ont vécu, quelles ont été à la fois les bonnes idées, mais aussi et surtout les mauvaises idées. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous laisser vous présenter rapidement et aussi dire un peu la taille de vos équipes. Et je passerai plus tard sur l'agenda et comment on va gérer un peu l'événement. Donc, qui veut commencer ? On va faire traditionnel, je vais commencer. Bonjour à tous, ravie d'être là, merci pour l'invitation Edith. Donc je me présente, je suis Fanny, je suis VP Product chez Open Classrooms. J'ai rejoint l'entreprise il y a 3 ans, pardon. Auparavant, j'étais 10 ans chez Vivendi, aussi en poste de VP Product sur 2 produits différents. Un premier produit très orienté mobile, sur des sites web mobiles des années 2000 et ensuite sur un produit SVOD, donc de vidéo à la demande par abonnement. Et j'ai rejoint donc Open Classrooms en 2018. Et à peu près la taille, la proportion des équipes produits chez Open Classroom ? Alors aujourd'hui, mon équipe, c'est 14 personnes sur 2 départements différents, donc le Product Management et le Product Marketing, au sein d'une grande équipe produit qui recoupe la tech, l'éducation, donc les personnes en charge des parcours pédagogiques, des cours, des vidéos, des accréditations, et donc notre équipe Product Management et Product Marketing. Donc environ 150 personnes au sein de l'équipe produit en tant que telle. Donc hyper structuré. Ok. Et toi, du coup, Olivier, raconte-nous un peu, parce qu'Olivier a une double casquette, tu vas nous en dire plus. Oui, effectivement. Ouais. Alors, si je reviens un tout petit peu sur mon parcours, alors je pense que je l'ai répété plein de fois, mais bref. Du coup, moi, j'ai fait une carrière un peu en 3 étapes. J'ai été développeur au début, développeur full stack. Donc ça, c'était il y a 10-12 ans. Et puis assez vite, je suis devenu designer et j'ai géré plusieurs équipes de designers. Et si j'accélère encore un petit peu, à un moment, je suis devenu product manager et j'ai géré plusieurs équipes produits. Les plus notables, je suis arrivé en tant que premier senior product manager chez Mano Mano. Donc j'étais le 3e PM quand je suis arrivé. Je suis arrivé juste un petit peu avant Pierre Fournier, qui était le CPO, avec lequel... donc c'est un peu mon premier achievement, de faire venir Pierre la semaine d'après. Donc vraiment pas simple, mais j'ai réussi. Et ensemble, avec le reste de l'équipe, on a fait scaler du coup cette équipe-là de 3 PM à une quinzaine, donc 3 squads à 15 squads en 2 ans. Donc beaucoup de recrutement, beaucoup de structuration. Et ensuite, je suis passé VP Product chez Comet pendant quasiment 2 ans. Et depuis, et ça ma double casquette, c'est que je suis parti dans le but de créer mon produit, ma structure, ma société. Et donc, je suis un peu en exploration de plusieurs idées et en parallèle, je fais un peu de coaching. Voilà. Oui, donc vous avez une expérience hyper complémentaire et c'est aussi pour ça qu'on vous a choisi. Pour information, du coup, à la fois Fanny et Olivier font partie du réseau des 500 experts d'Avisio, et qui sont grosso modo 500 top managers de la tech à Paris, en région, et aussi une cinquantaine à l'international. Et du coup, l'objectif, ce sera dans ces 45 minutes, c'est pas trop débordé, c'est d'avoir vraiment... c'est pas de faire un keynote, vous allez voir, c'est un format un peu différent de sûrement ce que vous connaissez. Ils vont pas chacun prendre la parole, mais plus moi je vais venir modérer, on va prendre vos questions au fur et à mesure. Et du coup, dans ce sens-là, autant le chat, c'est pour les petites blagues, autant l'onglet à droite, questions, ce sera pour vos questions spécifiques. Et pour pouvoir garder un fil intéressant, je vais vous demander de voter pour les questions. Donc, en fait, à gauche de votre question, il y a une petite flèche, on peut voter, et du coup, on prendra en priorité les questions avec le plus de votes. L'objectif étant de garder un petit peu une trame. On n'est pas super carré, mais important quand même. On va notamment aborder 5 grandes thématiques. Un prisme un peu RH sur les types de profils qui rentrent dans les sujets product, head of product et CPO. Une brique un peu plus organisationnelle sur à quel moment on met un head of product et comment on structure un peu verticalement ou horizontalement ces équipes. Un petit sujet chaud sur comment on priorise.
Pas mal de choses à dire. J'ai beaucoup de questions aussi en amont de l'événement. Et ensuite, 2 autres breaks. Une sur un petit focus sur le coaching et le mentoring des équipes. Et enfin, et ce sera le fil commun de tout, les fausses bonnes idées. On parlera notamment des impact teams. Donc voilà, comme ça, vous avez un peu les grandes étapes en tête. Et maintenant que vous savez tout, on va pouvoir démarrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, l'un de vous, est-ce que vous voulez peut-être expliquer juste en guise un peu d'intro, quels sont selon vous un peu les hard skills et soft skills qui vraiment font la différence dans un poste de produit ? Ouais, je peux en donner quelques-unes. Sur les hard skills, alors je vais démarrer par les soft skills. Sur les soft skills, beaucoup de curiosité, une soif d'apprendre. Sur le métier de product manager, c'est pas un métier qui a été charté en école de commerce où on apprend à devenir product manager et qu'on choisit cette formation-là post-bac. Il n'y a pas encore de scénario Parcoursup sur ça, mais un jour. Donc la problématique, c'est d'arriver à savoir quels sont, est-ce que je suis fait pour ça ou pas. Donc il y a beaucoup de curiosité, beaucoup de soif d'apprendre, beaucoup aussi d'envie d'être au milieu de tout, au milieu de plein de métiers, d'être un très bon traducteur, un très bon caméléon en fonction des différentes branches de l'entreprise, parce qu'il faut savoir pouvoir parler à quelqu'un du marketing, à quelqu'un du légal, comprendre la finance, comprendre le support et comprendre surtout aussi la tech et le design, l'expérience et ses utilisateurs. Donc beaucoup d'empathie aussi, de se mettre à la place et d'avoir envie de rechercher. Et après, dans la partie hard skills, très bonne qualité de communication, beaucoup de qualité aussi analytique. Et en fonction aussi du produit, des qualités de compréhension, en tout cas, de discussion avec les équipes tech, parce qu'on est quand même très, très intégré dans cette partie-là. Michel, tu vois d'autres choses pour compléter? Peut-être en plus, toi qui as eu un passif d'abord dans la tech, est-ce que tu vois des choses dont tu n'aurais pas parlé? Moi, de manière générale, je regarde peu les hard skills, je regarde beaucoup les soft skills. Alors, en mettant dans les soft skills ce que tu viens de citer, Fanny, c'est-à-dire la capacité à articuler des idées, l'esprit de synthèse, analytique, communication. Si je devais résumer, le truc le plus important pour moi, c'est pas d'être tech, c'est pas tout ça, c'est d'être un dieu un peu, ou une déesse. Tout simplement. Non, c'est-à-dire que je ne sais pas si vous connaissez ce dieu romain, je crois, qui s'appelait Janus. C'était un dieu avec 2 visages. Il avait un visage devant et un visage derrière. Et je trouve qu'en fait, la qualité la plus compliquée à trouver, c'est cette capacité à être très force de conviction. C'est-à-dire, quand tu as une vision, il va falloir emporter les gens, la répéter et y aller, tout en ayant ce visage derrière qui doute en permanence, à l'écoute de tous les signaux qui vont montrer que ce que tu es en train de dire, c'est des conneries, tes utilisateurs, ils n'utilisent pas comme ça, etc., etc. Et donc, en fait, moi, ce que j'ai observé dans les centaines d'entretiens que j'ai pu passer, c'est que c'est très facile d'avoir des gens qui sont très convaincus, mais du coup, au point où ils ne doutent jamais et ils ne remettent pas en question, et donc en fait, ils nous emmènent un peu dans le mur. C'est très facile de trouver des gens qui sont très dans le doute, mais au point presque où c'est handicapant, parce qu'ils se disent « Ah, mais je ne saurais jamais, je ne suis pas sûr, il faut encore que je fasse des tests », et donc très préparatoire. Et en fait, ce subtil mélange de ces 2 qualités-là, c'est pas si simple. Voilà. Ça, c'est peut-être le truc que je regarde le plus et qui n'est pas si simple à détecter en entretien. Et justement, hyper intéressant, c'est pas si simple à détecter, mais est-ce que ça a un lien avec les experts antérieurs des gens? Est-ce que, par exemple, tu as observé que les gens qui arrivent du monde corpo, ils ont plus de facilité à avoir cette double casquette, ou à l'inverse, c'est pas mal d'avoir quelqu'un qui connaît déjà un peu l'écosystème? C'est facile. Ça dépend un peu des... peut-être le premier truc, c'est que... Bon, là, je donne un peu le critère que je vois quasiment transverse à tout type d'activité PM, mais en fait, sinon, je prends en compte... un petit peu le stage de la boîte, est-ce qu'ils sont pré-product market fit, est-ce qu'ils sont post-product market fit, est-ce qu'ils sont dans une phase de croissance, etc. La maturité du produit sur lequel on va les mettre, pareil, tu as des produits qui sont un peu la vache à lait, qui sont très bien installés et tout. Et à partir de ces différents critères, tu réfléchis déjà un peu différemment, et j'ai tendance à penser les PM comme des Pokémon. Il y a plusieurs saveurs, vous voyez, il y a plusieurs cartes, et en fait, il faut en collecter un certain nombre à l'échelle de l'équipe, parce que tu as des gens qui sont très bons pour être des starters, c'est-à-dire ils sont super forts à démarrer des projets, explorer des idées, c'est un peu les pionniers. Il y a des gens qui sont très bons dans la partie un peu construction du départ, et il y a des gens qui sont super bons sur le scale et l'optimisation. Donc déjà ça, essayer de discuter avec les gens et de comprendre où est-ce qu'ils se positionneraient pour ramener
à la maturité produit, du produit sur lesquels on pense les mettre, déjà, c'est assez intéressant. Et après, je trouve que dans les différentes saveurs, on trouve le truc classique. Tu as des gens qui sont plutôt design-centriques, des gens qui sont plutôt data-centriques, tu as des gens qui sont plus business, d'autres qui sont plus tech. Et il n'y a pas de bonne réponse. Probablement, les quatre sont intéressants en fonction des produits, etc. Et justement, c'est pas mal lié, Fanny, aussi au moment de vie de la boîte. À quel moment, en fait, les gens savent comment... Enfin, je reformule, pardon. Il y avait peut-être d'abord une question de Younes qui était la différence entre le PM et le PO. On en a parlé, pas mal de gens soutiennent que le PO est mort. Concrètement, Fanny, est-ce que tu as une vision sur PM, PO? Et puis on reviendra sur la brique suivante qui est plutôt l'organisation. Alors, s'il est mort, on l'a un petit peu ressuscité chez Open Classrooms. En fait, ça fait aussi écho à la question sur à quel moment on a quel type de profil, en tout cas, qu'est-ce qu'ils font dans ce profil-là. Moi, quand j'ai rejoint Open Classrooms, il y avait 2 squads, une qui était très concentrée sur l'expérience étudiante et l'autre qui faisait tout le reste. Donc, sur une surface produit qui est gigantesque, tu n'as pas de possibilité de segmenter, de faire vraiment donc cette fonction. Il n'y a pas les ressources pour ça, donc on fait tous un peu tout. Ça va aussi avec le rôle du product manager. C'est-à-dire que le rôle du product manager, il est, en l'occurrence, le premier était tout seul, par définition. Il faisait donc un peu tout. Il avait à la fois le rôle de la com, le rôle de la priorisation, le rôle de la gestion du backlog, d'écrire les specs, de faire le modèle de données, de faire les use cases, d'être partout. Et donc à ce moment-là, tu dis, bon, ça serait bien qu'il y ait une deuxième personne et qui ait ce rôle de gestion des tickets, de la priorisation du grooming, quand on a d'autres moments pour faire de la discovery. Mais c'était pas le bon moment pour l'entreprise. Donc, on a continué de grandir, on a continué de faire d'autres squads, et on en reparlera probablement sur comment est-ce qu'on fait ça. Et ce n'est que l'année dernière où on s'est dit, bon, maintenant, on est dans un état, dans un besoin qui fait qu'on a trop d'attentes sur la partie produit, notamment en termes d'impact, en termes de mesures, en termes d'outcome, comment est-ce qu'on arrive à mieux prioriser en fonction de tout ça et comment est-ce qu'on libère du temps au product manager pour le faire. Comment est-ce qu'on arrive en tout cas à trouver du temps dans l'entreprise en règle générale pour le faire. Donc la décision a été menée pour qu'on pose cette fonction-là sur Product Manager. Et donc, on a sorti ces fonctions, ces rôles, ces responsabilités sur un autre poste qui ne s'appelle pas Product Owner chez Open Classroom, ça s'appelle Solution Manager. Donc, avec petite différence, mais en tout cas, voilà, on a bien dissocié ces 2 rôles et qui sont des vrais binômes. Il y a même des tri ou des quadrinômes entre l'Engineering Manager, le Solution Manager, le Designer et le Product Manager qui travaillent vraiment de manière très, très proche. Et tu parlais des ingénieurs, ça fait exactement écho à la question d'Aurel qui a été upvote pas mal de fois et qui me semble d'ailleurs une deuxième question sur les sujets meilleurs ennemis. Est-ce que PM et Dev sont les meilleurs ennemis? On voit que dans certaines boîtes, l'absence de PM dans leur organisation fait que c'est un argument de recrutement des devs. Comment vous voyez la chose? Est-ce que c'est lié à l'early stage? Est-ce que la question est trop compliquée? Olivier, si tu veux. Non, mais je peux prendre, c'est pas grave. Ouais, je pense que c'est souvent une connerie, en Oui, fait. Olivier. Je suis de retour, Ouais, non, je pense il n'y a pas de... En fait, je reviens à mon histoire de saveur de PM. Donc, ça dépend un peu des PM que tu as et de comment le découpage naturel va s'opérer à l'échelle de la squad, en fait. Et de la philosophie que tu as autour de faire du produit. Moi, je sais que, par exemple, la manière, dans mes équipes, j'ai toujours pitché que je voulais que le PM soit pas le CEO du produit, il décide pas tout. Le PM, il est plus comme un investisseur, c'est-à-dire il doit dénicher la problématique la plus intéressante à aller tacler et l'articuler d'une telle façon qu'ensuite, en cohérence avec l'engineering, le design, le marketing, on trouve la solution la plus maligne, la meilleure pour un impact qu'on vise. Donc, si tu considères ça comme ça, donc par exemple, moi, je ne demande pas à mes PM de trouver des solutions. Donc, typiquement, ils ne sont pas en train de marcher tellement sur les plates-bandes des gens qui sont très forts à trouver des solutions. Donc ça dépend pas mal de la philosophie, si je résume ma réponse. Est-ce qu'on pense que les PM, ils doivent penser les solutions et écrire tous les tickets? Dans mon cas, c'est pas mon cas. J'aime bien qu'ils écrivent 20% des tickets maximum. Et donc, en fait, après, c'est dev, engineer, data, enfin tous les autres métiers qui montent au créneau pour être créatifs, trouver la bonne solution, etc., etc. Donc pour moi, c'est pas des meilleurs ennemis, c'est plutôt des meilleurs amis. Ouais. Il y a une articulation forte. En fait, obligés, ils vont forcément se parler.
Oui. Disons que c'est leur... Ouais, c'est vraiment le BABA, quoi. Ouais. La structuration de la boîte fait qu'en fait, si c'est bien fait, ça va fluidifier les échanges. Il y avait aussi une question alors qui ressemble un peu sur Ami et Demi, mais qui est... alors, attends que je retrouve ça. Oui, sur les autres... Ouais, mais je pense que tu as répondu. En gros, comment on articule ces métiers. Ça fait le pont aussi un peu plus global pour qu'ils se comprennent. Est-ce que c'est important pour vous que les premiers PM aient un côté main dans le cambouis et une compréhension des enjeux tech? Quand on arrive, on est le premier PM dans une startup assez early. Est-ce qu'il faut, alors faut, c'est peut-être un mot fort, mais est-ce que ça aide d'avoir une forte assise tech? En tout cas, chez OpenClassroom, ça a été le cas. C'est-à-dire que le premier PM, c'est un ancien ingénieur. Il faut cette compréhension-là et il faut être vraiment Shiva et savoir un petit peu tout faire en ayant en tête que ça va changer. Voilà. Donc, c'est pas le but du chose, mais il y a un besoin vraiment d'être très hands-on et très dans la pratique et très dans la compréhension des métiers du dev. Faire une réponse courte. Ok. Non, mais hyper important parce qu'on a souvent, il y a pas mal de founders aussi dans l'événement et on a souvent la question de la part du founder qui arrive avec une liste de courses au début et est-ce qu'il est assez tech ce premier PM, etc. Dans le même sens, vous y avez en partie répondu, mais c'était la question de l'overlap entre les équipes design. Donc ça, c'est quand la boîte est un peu plus structurée. L'overlap entre le design et le product pur. Comment on gère ça au quotidien pour éviter un overlap qui serait négatif? Franchement, il n'y a pas de... Je ne crois pas qu'il n'y a pas une méthode de mon point de vue. Hein. Tu peux évidemment essayer de processer un peu les give and take, tu peux mettre un certain nombre de processus en place sur ta philosophie de faire du produit dans la structure. Mais après, encore une fois, si tu es dans une équipe qui fait plutôt de la growth avec des gens, un PM plutôt data, mais qu'à des moments, il a besoin du design, forcément, il va laisser plus de place probablement au designer parce que ce n'est pas sa compétence principale. Et puis, tu vas avoir des PM qui sont plus, tu vois, design-centric, qui, eux, vont empiéter un peu plus. Et donc là, c'est à chaque fois une espèce de travail, de compréhension entre eux. Et OK, où est-ce que moi j'ai le plus d'impact et de laisser la place aux gens. Moi, je sais que personnellement, c'était un truc qui était difficile au début parce que j'ai été dev et designer avant d'être PM et je pouvais descendre vraiment très bas dans chacun des sujets. Et donc du coup, j'avais un truc où je me forçais à pas intervenir, même si je n'étais pas convaincu par une voie technique ou une voie trop design, à plein de moments pour dire, mais il y a aussi une question de comment je crée la confiance avec la personne avec qui je bosse, et même si j'ai un avis différent, je vais la laisser faire et on va voir, je vais poser des questions évidemment, mais pour essayer d'étayer la réflexion, mais je ne vais pas m'opposer par principe parce que je pense qu'il faudrait le faire différemment, quoi. Intéressant l'articulation. Et peut-être un point avec le sujet priorisation. Un PM peut couvrir plein de sujets. On s'en est parlé en off, Annie. Il y a aussi parfois ce défaut au début de vouloir tout couvrir. C'est quoi une pratique intéressante, un conseil aux PM qui sont là, notamment dans les débuts de carrière? De tout couvrir en termes de type de métier ou de scope? Exactement, on s'était dit, et notamment les PM juniors, ils ont un peu la tentation de vouloir tout gérer et de se dire, il faut que, je ne sais plus ton expression, Olivier, je crois que c'était éteindre tous les feux, mais en gros, être un peu partout, gérer tous les tickets, etc. Est-ce que ça demande du recul ou est-ce qu'il y a des petites astuces pour arriver à prendre un peu de hauteur sur ça? Moi j'appelle ce syndrome un peu le superwoman, superman syndrome, c'est-à-dire on a un peu cette idée de ton job, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait jamais d'interruption, que l'équipe elle soit tout le temps prête à travailler, à produire, etc. Et donc presque d'infantilisation des équipes, ce qui est une façon de travailler qui est un peu que moi je déconseille en fait. Donc quand je travaille avec des PM, je leur dis toujours ton job c'est d'anticiper, de prendre des décisions, d'être sûr qu'on target la bonne opportunité au bon moment et qu'on y passe le bon niveau de temps. C'est-à-dire qu'on contrôle aussi notre dépense en fonction de l'impact qu'on espère de ce truc-là. Et donc si c'est ça ton objectif, par définition, il y a plein d'autres sujets sur lesquels tu peux pas t'investir autant. Et donc en gros, les techniques, c'est de se questionner sur où est-ce que je suis vraiment utile, quand est-ce que je peux apprendre à déléguer, travailler avec les autres personnes avec qui je travaille au quotidien. Et potentiellement, une des techniques que moi j'utilise, c'est de se dire chaque semaine, moi je fais faire un quadrant
visuel aux gens en disant, d'un côté, tu vas mettre tes OKR, tes objectifs vraiment trimestriels, long terme. Tu vas te mettre les objectifs de la semaine. Tu seras fier de ta semaine si tu as réussi à atteindre quoi. Et potentiellement, après, tu te fais une liste quotidienne où tu dis, aujourd'hui, si je veux atteindre l'objectif de la semaine et atteindre l'objectif trimestriel, qu'est-ce qu'il faut que j'ai réussi à tacler? Et c'est un peu comme le concept en Scrum de sprint goal où on se dit, si tout part à volo et qu'on arrive à livrer qu'une seule chose, qu'est-ce que ce serait? C'est cette idée-là de priorisation vraiment forte et de se questionner sur où est-ce qu'on a de la valeur ou pas, quoi. Il y a aussi pas mal de tentations d'être le bon samaritain aussi de l'ensemble de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté ce besoin de nourrir la squad. Dans un monde idéal, voilà, il y a beaucoup de choses qui se créent aussi de la part de la squad, mais il y a quand même besoin d'arriver avec la vision, l'impact, enfin, l'ensemble des choses qui vont avec la stratégie de l'entreprise. Donc, il y a beaucoup de choses à produire, à gérer le backlog. Donc, ils sont quand même déjà très occupés par ça. Sans ça, le reste ne suit pas. Et donc, on a 8-10 personnes qui sont en attente. Donc, il y a vraiment cette urgence. Et de l'autre, il y a l'ensemble de l'entreprise qui regarde. Et quand il y a un point d'entrée qui est produit, et si la personne est plus ou moins junior, elle va être en réception de beaucoup de demandes. Et c'est aussi comment l'accompagner pour dire, à un moment, il faut dire stop, il faut dire non, vraiment un mot important de temps en temps, non, mais à dire pour que se protéger, en fait, pour protéger son temps, pour protéger son scope. Et comme tu disais, Olivier, en quoi mon rôle est important et vers quoi il faut que je me concentre pour que ça puisse avancer, parce que les sollicitations sont énormes, surtout pour un premier. Oui, c'est pour ça que je parlais du syndrome Superman ou Superwoman. Ils sont vraiment très malheureux. Moi, j'ai pas envie d'être Superman ou Superwoman. Il y a trop d'attentes, tes responsabilités sont énormes. Donc oui, il faut que tu es dedans. Par exemple, le delivery, de mon point de vue, c'est pas la responsabilité du PM, mais donc il faut arriver à avoir une culture qui accepte ça, etc. Donc parfois, à l'échelle individuelle, c'est compliqué. Mais à l'échelle de la structure, moi, j'ai toujours défendu que, par exemple, le delivery, c'était pas la responsabilité. Trouver la vraie solution, c'est un travail de groupe avec sa squad et c'est pas le PM qui va l'imaginer puis qui met sa squad en solution, en capacité, en usine, quoi, en train de juste délivrer sa vision, etc., etc. Donc en fait, si tu commences à te dire, ouais, en fait, peut-être que c'est pas ça mon vrai job et c'est d'autres choses, forcément, tu fais des choix, tu priorises et donc tu es capable de mieux gérer ton temps. Oui, il y a une question justement sur la delivery. Est-ce qu'il y a un côté, il peut y avoir un défaut un peu flicage? Est-ce que vous l'avez déjà vu? Est-ce que vous avez des conseils? Ça fait le point exactement à ce que vous venez de dire, hein, mais c'est la question, je vais retrouver la question précise, c'est la question d'Aymeric. Des conseils pour éviter que les PM deviennent la police du delivery? Ça doit commencer par le leadership, je pense, qui est de dire... en fait, si tu acceptes, par exemple, chez Manono, on avait commencé à se dire, non, le delivery, c'est pas la responsabilité du produit. La responsabilité du produit, c'est l'impact. C'était d'être sûr qu'on est en train de travailler, de parier sur les bonnes choses. Donc, on avait commencé à mettre en place des processus et des mesures qui n'étaient pas tenues par le PM. Et donc, quand le PM, souvent, il était dans ce police du delivery, c'est que souvent, le problème, c'est un problème de confiance, en fait. C'est que tu n'es pas sûr que ça avance au bon rythme pour qu'ils font les bonnes choses, etc. Donc, tu travailles sur la root cause qui peut être multiple, mais moi, le plus souvent, ce que j'ai observé, c'était plutôt des problèmes de confiance dans l'équipe. Et donc, du coup, c'est là où tu commences à compter des points, des trucs. Mais il faut aussi souligner que Agile nous a vraiment pété la tête aussi. Hein. L'agilité a fait beaucoup de mal au monde du produit en général, avec le Scrum notamment. Quand tu te mets c'est ridicule, quoi. T'estimes des trucs en points, qui est une monnaie virtuelle, c'est encore plus volatile que le Bitcoin. Tu estimes des trucs en points, personne croit à l'estimation, et après on se dit, ouh, on a sorti 10 points de moins que d'habitude. Bref. Un côté surenchère, peut-être un peu. De quoi? C'est un côté un peu surenchère et virtuel, c'est ça? Ouais. C'est surtout une stratégie d'échec. C'est-à-dire que, en fait, c'est le PM dans le côté flicage de delivery, disons qu'il c'est le premier qui va devoir expliquer, qui va devoir communiquer sur ce qui se passe.
Donc, dans ce qui se passe, il y a aussi ce qui est ou ce qui va être délivré. Donc, forcément, les regards sont vers lui. Donc, forcément, s'il y a du retard, si c'est pas exactement ça, c'est le premier qui va devoir expliquer ça. Donc, il faut vraiment que il y a deux choses, c'est que ces estimations se passent le mieux possible, que ce soit sur le plus petit possible aussi, mais surtout sur des domaines, sur des échéances courtes. C'est-à-dire que d'où on vient, ou d'autres boîtes aussi, c'est tu veux donner des roadmaps à 12 mois, tu veux évidemment rassurer tout le monde en disant qu'au mois de novembre, il y aura ça, bien évidemment, et que ça fera ça. Donc, tu retombes dans du waterfall qu'on n'aime pas non plus, hein, même si à l'agile, il y a 2-3 trucs aussi à revoir, mais c'est pas souhaitable. Néanmoins, c'est rassurant. Le problème, c'est que tu arrives au mois de novembre et tu n'as pas ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Forcément, on dit qu'il y a des problématiques de delivery, mais voilà, donc on essaie de changer ça en disant que bon, c'est une intention, tout ce qui est plus long terme, c'est une vision, qu'on veut bouger telle métrique, que c'est vraiment outcome oriented, mais que sur un périmètre plus court, un instant T entre 1 et 3 mois, on est capable de plus pouvoir mesurer parce qu'on est rentré dedans, parce qu'on a fait l'analyse, et que là on est capable de donner un peu plus de matière, et donc la delivery se passe mieux, et les échanges avec les équipes métiers et les utilisateurs se passent mieux. Voilà, donc c'est en tout cas ce qu'on essaie de faire. Toi, Olivier, tu as des recos aussi sur ce sujet-là, compléter les propos de Fanny? Moi, dans les équipes dans lesquelles j'ai travaillé, j'ai enlevé les estimations totalement, parce que ça sert à rien de mon point de vue. C'est vraiment prédire des trucs qu'on ne peut pas prédire, etc. Et surtout, c'est essayer de mettre des chiffres sur des choses qui ne sont pas importantes. Parce qu'en vrai, la question que tu devrais te poser systématiquement en tant que PM, c'est quoi l'opportunité sur laquelle je dois travailler, pour quel succès, pour quel impact, et du coup, combien je suis prêt à investir du temps de mon équipe. Donc c'est pour ça que moi je pitch le PM comme un investisseur, parce que ce que je leur explique, c'est que votre fonds d'investissement, c'est le temps que vous avez. Donc typiquement, tu as une squad de 5 personnes, bah, c'est 5 fois 3 mois de travail, si je prends le trimestre. Et du coup, la question, c'est comment je vais l'allouer et quel pari je prends. Et donc, mon objectif, c'est un peu inspiré du Shape-Up aussi, du Basecamp. C'est plutôt de partir de cette idée de quel est l'appétit que vous avez, combien de temps vous êtes prêt à passer pour aller vous prouver des choses et peut-être atteindre l'impact que vous visez, plutôt que de se dire, je pars d'un problème, je trouve une solution qui peut-être fait l'affaire, et du coup là j'estime combien de temps il me faut pour la solution. Et en fait souvent ça gomme une question. Moi ce que je remarquais, c'est que dans ces équipes là, le PM il questionnait pas assez ça prend ce temps là, mais est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, et est-ce que c'est vraiment comme ça que j'ai envie d'allouer le temps de mon équipe? Et c'est ça la vraie question, parce que et il y a plein d'autres méthodes de mesure, notamment le lead time, etc. C'est-à-dire quand les trucs deviennent des tickets, dans votre flux de production, on peut essayer de regarder entre le moment où je mets un ticket en to-do, le moment où il arrive en done, c'est quoi le délai moyen, et est-ce que ça, on arrive à le faire améliorer dans le temps, ce qui montrera qu'on a une capacité de delivery améliorée, sans forcément être passé par toute une médiation, et comme je disais, d'une espèce de point magique qui est plus volatile que le Bitcoin, quoi. Et est-ce que justement si tu pars de cette vision hyper intéressante de le PM, c'est un investisseur avec une ressource limitée qui est le temps homme, est-ce qu'il y a des outils qui aident, Fanny, Olivier, vos équipes pour justement apprendre à mieux dispatcher son temps et à l'investir au bon endroit finalement sur les sujets prio? Et quoi par exemple? Moi, l'outil le plus important, c'était donc, si tu as un domaine particulier, donc tu as une squad, c'est d'identifier les grandes opportunités. En fait, c'est quoi ta stratégie et les principaux piliers, et de faire ce qu'on appelle un opportunity tree. Donc, commencer à se dire, pour aller chercher tel ou tel outcome, voilà les grands leviers que j'imagine. Ces leviers, donc penser en arbre et commencer à se dire, OK, en dessous, j'essaie de voir un peu tous les leviers que j'ai à disposition et lesquels me paraissent les plus intéressants à aller chercher. Et donc, moi, c'est cet outil-là que je trouve le plus efficace pour être sûr que j'ai bien cartographié les possibles, que je suis bien en train de travailler sur ce qui me semble être la partie importante, et du coup, délivrer sur ces parties-là uniquement. Ouais. Ce qu'on a mis en place un peu récemment, c'est on repart de la vision de l'entreprise. Donc c'est le même principe que l'opportunity tree, mais en déclinant ça sur les squads. Et chaque squad aussi a travaillé sur sa propre vision, c'est-à-dire en quoi elle impacte la vie des utilisateurs
et par conséquent, par ricochet, les résultats de l'entreprise. Vraiment, mais vraiment de le centrer sur la partie utilisateur. Et donc, on a défini des North Star métriques, et ensuite des objectifs, et ensuite des KR, donc, pour ensuite déterminer quelles sont les évolutions, les initiatives sur lesquelles on parie. Hein. Entre l'investissement et le pari, on parie que c'est cette type d'initiative qui va faire bouger les lignes et qui va améliorer cet indicateur. Donc, il y a à la fois un choix de priorité d'indicateurs, parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc, tu prends même une équipe d'acquisition, tu as envie de monter ça, mais tu regardes tes 3 mois, tu fais... En fait, on va pas pouvoir tout faire, on va pas pouvoir bouger les lignes sur tous les KR. Donc, est-ce qu'on en choisit un, est-ce qu'on en choisit l'autre, est-ce qu'on se dit que bon, on le garde quand même sous le coude et ça sera le prochain. Mais on met la discussion au bon niveau, on met la discussion sur l'impact et en plus ça rallie l'ensemble de l'entreprise derrière, parce que on a des discussions qui impactent aussi les autres équipes. Quand on parle d'amélioration, d'assiduité pour un étudiant, on est sur des choses qui parlent à l'équipe success, qui parlent aussi au mentorat, qui sont toutes dans toute l'entreprise. Voilà, donc c'est une discussion qui est super intéressante et qui permet de mieux prioriser aussi donc les initiatives de l'équipe. Et derrière, sur ce sujet, un peu parler avec les stakeholders, parler avec le reste de l'équipe. Il y avait, je ne sais plus du qui, là j'ai vu passer la question, comment on gère le côté, ça va se rapprocher un peu de ce que tu as dit Superman, mais il faut à la fois comprendre facilement les enjeux de chacun, prioriser le métier et en même temps pas se laisser bouffer, et ça reprend la question de Romain qui dit notamment les délais alloués. Les délais alloués étant hommes et il est plus fiable que les points de difficulté. On découvre toujours des surprises en cours de développement et les estimations de temps sont rarement justes ou non. Donc en fait, il y a cette idée de comment on rend des comptes sur le timing. On n'en rend pas, on le fait pas, parce qu'on s'en fout, c'est pas ça le truc. Encore une fois, on peut regarder combien de temps ça prend pour que les sujets sortent. Donc ça, c'est ce qu'on appellerait le lead time, et ça, c'est ta vraie vélocité de travail, en fait. C'est que quand tu mets une idée, combien de temps elle va mettre à sortir à peu près, aux conditions que tu mettes des tickets qui sont à chaque fois de taille à peu près équivalente, ça te donne une approximation, je pense, qui dans bien des cas est suffisante en termes de est-ce que le delivery s'améliore ou pas. En fait, la vraie question, c'est pas est-ce que quand on s'est dit qu'on allait faire cette initiative, on l'a faite dans le temps donné. C'est pas ça. Le vrai truc important, c'est est-ce que l'impact qu'on a dit qu'on espérait aller chercher, on a été le chercher ou pas? Est-ce qu'on a besoin d'itérer? Est-ce qu'on a besoin de améliorer? Qu'est-ce qu'il faut changer dans sa façon de penser? Est-ce qu'il faut revoir la stratégie? En fait, l'objectif, c'est encore une fois, c'est de livrer de l'impact, pas des features. Les features, c'est juste un moyen. Et à plein de moments d'ailleurs, ça peut être. En fait, on va retirer des features parce elles viennent créer du bruit et elles aident pas, elles impactent pas comme elles devraient. Donc en fait, il faut les retirer. Donc parfois même, le travail d'une semaine, c'est de retirer des trucs. Donc vous voyez qu'on peut pas juste se dire, on va estimer des tickets parce que c'est une logique de design additive du coup. C'est qu'on part du principe qu'il faut toujours ajouter des trucs pour que le produit soit meilleur, alors que pas forcément. Donc, c'est changer un peu de mon point de vue, c'est de changer un petit peu de mindset et de se dire, non, les comptes, ils sont à rendre sur l'impact, est-ce qu'on arrive à aller le chercher? Et donc, Fadi, elle a précisé qu'il y avait différents indicateurs, qu'il allait falloir avoir du focus, on ne peut pas faire bouger tout le temps. Donc, c'est plutôt là où il y a des discussions à avoir. Et par contre, on mesure la vélocité autrement, comme je disais, avec le lead time et compagnie, et puis il peut y avoir d'autres mesures. Et prendre le problème à l'envers. Et justement, sur ces sujets impact team, il y a aussi une question, c'est la question de Samy, dans une organisation qui passe de composants à feature team, faut-il, dès le départ, mélanger les différents profils de dev, front, web, mobile, microservices, etc., en espérant que les devs aillent vers du full stack pour une vie d'équipe commune? Un peu long, mais en gros, est-ce qu'on mélange ou pas les profils quand on passe de composants à feature? Alors moi, j'ai fait soit l'un, soit l'autre. D'accord. Mais dans deux contextes différents. Ça ne répondra peut-être pas complètement à la question de Samy, mais je pense que je ne suis pas sûre que la transition se fasse dans tous les cas et dans le bonheur. Dans l'entreprise précédente, on gérait 15 devices différents, donc c'était de la vidéo à la demande, donc vous en avez sur
sur console, sur télé, mais Panasonic, c'est pas la même chose que Sony, qui est pas la même chose que Toshiba. Donc, en fait, t'as des frameworks différents, t'as des webmaps différents, t'as des SDK différents. Et en fait, c'est difficile de dire, on va faire une équipe Scrum pluridisciplinaire qui va gérer la télé, la console, l'Apple TV, le mobile, le web, etc., et la Chromecast. Disons que tu multiplies l'ensemble des compétences à chaque squad. Donc, pour le coup, là, on avait vraiment une équipe très composant avec du back-office d'un côté et de l'autre. On s'est posé souvent la question de si on faisait des squads pluridisciplinaires, mais en fait, c'est dit, OK, mais il faut qu'on recrute 3 fois plus de monde. Donc là, la problématique était différente. Et sur les différents profils de dev, oui, on mélange pour qu'ils aient tous un domaine et une connaissance de ce domaine et capacité d'être autonome pour le faire évoluer. Mais la transition entre les deux, peut-être qu'Olivier, tu as l'expérience de ça, mais en tout cas, moi, j'ai fait soit l'un, soit l'autre. Pas plus à rajouter, je pense, sur ce sujet. Ouais. Peut-être la question de Louisa, qui va un peu dans la même idée. Est-ce que vous avez des conseils pour gérer une squad sans tech lead? Comment éviter que les devs deviennent un peu dépendants du PM dans leur day-to-day? Faut faire germer un tech lead, je pense. Enfin, là, on est plus quand même dans une question, encore une fois, de delivery. Oui. Donc déjà, j'aurais tendance à dire que c'est une question plus pour l'équipe tech que l'équipe produit. Et souvent, en fait, il faut juste il faut trouver un leader naturel dans l'équipe, essayer c'est du coaching, le faire grandir, etc. Ça veut juste dire que cette équipe, par moment, elle se perdra un petit peu, et c'est OK, c'est accepté à l'échelle de qui tu as pu recruter. Tu sais que tu n'as pas exactement toutes les forces en présence tout le temps. Et en fait, c'est plutôt des bons problèmes à avoir. C'est-à-dire, si c'est le résultat d'une croissance forte, par exemple, comme ça peut être le cas dans plusieurs scale-up ou ce que moi j'ai vécu chez ManoMano, en fait, tu sais que tu as plein de moments où tu travailles. En fait, de l'extérieur, on a l'impression qu'on travaille super bien. En vrai, quand tu es dedans, c'est un peu pas du tout le cas. Parce que tu es tout le temps en train de te battre avec le manque de ressources, parce que ta croissance, elle va beaucoup trop vite. Et donc, du coup, ça devient plutôt un bon problème à avoir, je dirais. C'est un bon problème, ok. Et tu viens de parler à l'instant du mentoring. Est-ce qu'on peut avoir un peu vos pratiques sur comment vous mentorez / coachez vos équipes, que ce soit Olivier dans tes vies d'avant, chez Mano, Fanny aussi, comment tu as vécu la différence entre coaching dans un grand groupe versus coacher chez Open Classroom? Je ne sais pas qui veut se lancer. Il y a pas mal de choses qui font. Alors sur Vivendi, on était dans un grand groupe, mais dans une start-up dans un grand groupe, donc du coup le contexte était peut-être un petit peu analogue encore avec Open Classrooms. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a grandir dans le métier, grandir avec le produit et l'entreprise. Et en fonction de la vie de l'entreprise, les besoins et les attentes ne sont pas les mêmes. Donc c'est vraiment aussi une acculturation très business dans le coaching. C'est-à-dire que les hard skills, on va dire, de base, ils sont product managers, on les a pris, on les fait grandir aussi dessus, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'ils vont apprendre sur le business, sur la concurrence, sur la finance, sur l'impact, on va dire, plus loin que ce qu'on peut voir autour de l'utilisateur et qui fait que l'ensemble de l'entreprise rayonne. Donc, il y a aussi beaucoup de coaching extérieur, on va dire, de ces données-là. Ouais, c'est un double coaching, ouais. Et toi, Olivier, comment tu gérais le coaching des PM et plus globalement du produit dans tes XP? Ouais, alors il y avait plusieurs formats. Les 3 points qui me paraissaient importants, c'était travailler sur le purpose de l'équipe et du PM, les gens et les process. Et donc après, il y avait plusieurs formats, c'est-à-dire que j'avais tendance à me dire, je vais faire pairer des gens. Quand je voyais que quelqu'un était très fort dans quelque chose et que l'autre un peu moins, j'allais les faire pairer et travailler sur des problématiques un peu et se parler régulièrement. Ensuite, il y a le coaching avec des niveaux intermédiaires, des gens un peu plus seniors qui peuvent aider, et du coaching externe, parce que je fais moi, par exemple, 20% de mon temps, je fais du coaching avec des entreprises. Donc, se faire aider aussi et se dire, c'est une super façon de prendre du recul, d'accélérer, etc. Donc, c'était un peu ça, les 3 formats que je venais merger pour essayer d'avoir un coaching efficace à tous les niveaux de l'organisation, quoi. Ouais, puis il y a un côté faire vivre les équipes dans le long terme, parce que tu disais, Fanny, il y a une aussi un peu liée à la boîte.
Pardon, excuse-moi, ce qu'on met en place aussi, c'est des career paths et des grilles de compétences pour que les product managers puissent s'évaluer de manière autonome et comparer aussi avec la vision du manager, l'évaluation du manager. C'est important de voir comment est-ce que je peux accéder à l'étape d'après et quels sont les critères d'évaluation de ces étapes-là et comment est-ce qu'on peut coacher. On ne va pas coacher sur les 90 compétences. On va y aller par morceaux, mais en fonction de l'intérêt et puis en fonction de la spécialité du poste, parce que un PM qui s'occupe de la rétention, un PM qui s'occupe plutôt des morceaux d'expérience de l'acquisition ou de la conversion, ça sera un petit peu différent. Il y aura beaucoup plus de choses sur certains domaines. Donc, comment est-ce qu'on accompagne en fonction aussi de la volonté du product manager, que ce soit vers l'expertise ou vers du management. Okay. Oui, je te rejoins là-dessus. Le career path, c'est un des premiers trucs à mettre en place s'il n'y en a pas, parce que ça veut dire concrétiser les attentes que toi tu formules en tant que manager, donc c'est important, et ça permet de parler de manière plus structurée des différents axes d'amélioration, et pareil, de se focus et d'en choisir quelques-uns. Moi, une question que j'aimais bien poser aussi, c'était de demander à la personne quelle est en fait à l'apogée de sa carrière, en gros, qu'est-ce qu'elle espère faire, c'est quoi son rêve, son job de rêve. Et du coup, là où je mettais un twist, c'est que je disais non, j'en veux pas un, j'en veux 3. Parce qu'en fait, quand tu en demandes un, ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart du temps, les gens, ils prennent la trajectoire sur laquelle ils sont et ils tirent le trait, quoi. Mais si tu en demandes 3, tu commences à vraiment leur demander d'être créatif et de te dire, OK, en fait, je peux avoir plusieurs vies et tout. Et tu vas te rendre compte que souvent, c'est 3 trucs assez séparés, assez différents. Et après, ce qu'on faisait, l'exercice, c'était on se disait, OK, c'est quoi, d'après nous, avec les connaissances qu'on a, les skills importantes en commun aux 3 et peut-être singulières. Et après, donc moi, ça me permettait aussi de me dire, tiens, quand il y avait des initiatives, des projets, des choses dans la boîte qui pourraient permettre de monter en compétence sur une partie de ces trucs-là, de pouvoir les positionner dessus, quoi. Ouais, une vision long terme hyper intéressant là. C'est de les embarquer aussi avec toi et voir où sont leurs points forts, en fait. Disons que le coaching, il vise à 2 choses. Il vise une excellence d'exécution. Donc ça, c'est le court terme, c'est comment on va chercher de l'impact, comment on est les meilleurs, et l'humain. Donc en fait, c'est des individus, tu as envie de les aider. Et moi, je leur disais toujours, si à un moment, la bonne chose à faire, c'est que tu quittes le navire, je serai ton premier sponsor, il n'y a pas de souci. Ça fait partie du truc, quoi. On est déjà quasiment à la fin de notre temps imparti. Il y avait une question intéressante de Louisa et un peu provoque. J'aime bien ce genre de questions pour la fin. Et vous pouvez vous y coller tous les deux. C'était pourquoi est-ce que les Empowered Teams, c'est une mauvaise idée? Ouais, ça c'est. Je pense que je vais démarrer parce que T'es responsable, Olivier. Voilà. Ouais. Alors, premier disclaimer, je pense que je me suis fait dépasser par mon teaser parce que ce que j'ai dit, c'est pas que j'ai jamais dit que c'était une mauvaise idée. Déjà, ce que j'ai dit, c'est que je le déconseillais à la plupart des gens, ce qui est quand même c'est une nuance importante. Et je pense que vous l'avez entendu à travers mes prises de position aujourd'hui. Je suis pas du tout contre. Au contraire, j'ai déjà un fonctionnement en impact. Donc, je pense que c'est la bonne chose à faire, ça. Ce que j'essaie de dire, et pourquoi dans mes coachings, parce que je travaille beaucoup avec des Head of Product, VP Product, CPO, pourquoi je leur déconseille très régulièrement d'aller sur l'Impact Team, c'est parce qu'en fait, comme toute méthode qui a du succès, et donc c'est le cas de Scrum, c'est le cas de tout ça, il y a des très bonnes choses et il y a des trucs qui sont plus difficiles. Et surtout, le risque, c'est de vouloir l'appliquer de manière trop à la lettre et trop en un bloc, sans nuance, justement. Donc du coup, le premier truc que j'essaie de checker avec les gens qui me parlent des Impact Teams, c'est est-ce qu'ils ont les bons prérequis. Et je sais que Fanny sont en plein là-dedans, donc elle aura plein de trucs à nous dire, mais pour moi, le premier prérequis très important, c'est est-ce qu'il y a une stratégie produit claire dans la boîte. Parce qu'en fait, si vous réfléchissez, s'il n'y a pas de stratégie produit, donc si vous n'avez pas déterminé, par exemple, c'est quoi les grands piliers qui va faire que vous allez gagner, donc pour aller atteindre la vision de la compagnie, donc on va dire le chemin le plus haut. Si vous n'avez pas ça qui est clair, ce qui va se passer, c'est que une priorisation qui se faisait peut-être en codir avant ou à des échelles un petit peu intermédiaires va maintenant être à l'échelle d'une Impact Team. Donc une Impact Team, c'est si je prends vraiment le truc le plus empowered possible, c'est l'idée de toi, ton job, c'est de travailler sur la rétention, tu te débrouilles comme tu veux, mais tu fais ce que tu veux, mais tu travailles sur la rétention et tu l'améliores. Donc, encore une fois, c'est un peu caricatural, mais c'est un peu ça. Si tu donnes ça à des PM, enfin à une squad, et qu'il n'y a pas de stratégie, peut-être que soit tu as un super stratège en tête, et c'est trop bien, mais peut-être que la stratégie, elle n'est pas du tout alignée avec toutes les autres équipes.
donc problème, tu as créé un silo. Soit tu n'as même pas un stratège à cette position, une stratège, et ce que tu te retrouves, c'est des gens qui sont handicapés par tant d'autonomie. Donc ça, c'est le premier truc. Est-ce qu'il y a une stratégie produit clair? Parce que sinon, le risque, c'est que chacune de ces équipes, elle va faire que du quick win. Vous savez, en gros, quand vous prenez toutes les frameworks de Prio, que ce soit du RICE ou compagnie, ça revient régulièrement à la fin à impact et fort. Et donc, en fait, souvent, on est tenté de se dire « Ah, ben ça a de l'impact et c'est pas cher, donc je vais faire que des trucs comme ça. » Et donc, potentiellement, tu n'es pas en train de travailler sur les sujets durs, complexes, qui vont être game changer. Donc, est-ce qu'il y a une stratégie produit claire? C'est le premier truc qu'il faut se demander. Est-ce que vous avez le bon casting? C'est-à-dire, il y a plein d'équipes qui, un peu irritées du rôle de PO, comme ça a pu être mal compris, parce qu'il y a des équipes Scrum qui le font très bien, mais il y a des équipes Scrum où c'est très mal compris. Le PO, on le voit comme un peu le chef du delivery, et on voit d'ailleurs qu'on a eu plein de questions là-dessus. En fait, si tu as casté des gens pour savoir faire ça très bien, donc des chefs de projet le problème, c'est que quand tu vas leur dire maintenant il faut faire de la discovery, on te dit pas, trouve ce qu'il faut faire, c'est super compliqué, parce qu'en fait, si tu n'as pas un processus de discovery qui est en place, si tu n'as pas du coaching adapté, etc., tu vas avoir du mal. Et le troisième truc, je vais m'arrêter là, parce qu'après c'est compliqué, on pourra en parler de plein, c'est est-ce qu'il y a la data qui est disponible, qui est compréhensible, qui est fiable et dans laquelle on a une qualité. C'est-à-dire, en plus, elle ne va pas être remise en question si vous commencez à faire des analyses dessus. Donc, si vous n'avez pas tout, et il y en a plein d'autres. Donc, en fait, la question, c'est plutôt, est-ce qu'il y a les bons prérequis? Sinon, vous êtes en galère, et donc il faut peut-être penser des steps intermédiaires. Et la question après, et je laisse la parole à Fanny, c'est pourquoi vous le faites? En fait, c'est quoi le problème que vous cherchez à résoudre en allant faire ça? C'est aussi une bonne question. Merci Olivier. Fanny, tu veux oui, je pense que product manager et l'ensemble des équipes produits, ils veulent avoir de l'impact. Donc, la bascule en impact team, peu importe le mot qu'on mettra derrière, mais en tout cas, la mesure de l'efficacité de l'équipe par l'impact et par la valeur produite sur l'utilisateur, elle est dans l'ADN des gens qui travaillent dans le produit. On n'est pas des usines à feature. Donc, l'envie de faire ça, elle se matérialise, elle doit se matérialiser, et elle doit être aussi sponsorisée et portée par le leadership, par le top management, et c'est vraiment toute une organisation à sponsoriser. Et en effet, quand tu arrives à embarquer l'entreprise derrière la vision, les métriques, et vraiment d'expliquer le why de chacune des squads et de le montrer. Donc, c'est là où je rejoins Olivier sur la partie prérequis. On va donner des objectifs, et après, je récupère comment les chiffres, en fait. Et c'est la bonne question à se poser. Elle est peut-être un petit peu tardive, peut-être dans la transition, mais il y a vraiment une transition qu'il faut coacher pour le coup, et qu'il faut accompagner pour qu'elle soit efficace, de trouver les bons chiffres, de les faire évoluer, et ensuite de vraiment trouver les bonnes, que ce soit des astuces, que ce soit des fonctionnalités. Des fois, il y a de la valeur qui viendra de l'équipe produit, mais qui ne sera pas vraiment que dans la plateforme, qui sera peut-être dans des mails, qui sera peut-être dans des événements, qui sera peut-être dans de l'accompagnement, du hors produit. Mais avoir vraiment ce changement de mindset, de penser à ce que ça va améliorer et de pouvoir communiquer dessus. Donc, ça vraiment donne du pouvoir à l'équipe produit, à la squad, et donc aussi au product manager sur la capacité de faire changer les choses. Et quand on voit que ça a un impact direct et que ça a fait bouger tel chiffre, je pense que il y a évidemment la delivery, c'est important parce qu'on est content, on a des feedbacks utilisateurs qui c'est super, c'est chouette, c'est génial, merci d'avoir fait ça. Mais derrière, si ça se traduit en chiffres et que ça monte la rétention, ça monte la satisfaction, ça monte la lifetime value, je pense que c'est d'autant plus probant que du sondage quali et du satisfait site de verbatim utilisateur. C'est une vision hyper long terme, ouais. Écoutez, on a déjà un peu croqué sur le temps imparti. Tu avais un dernier mot, Olivier? Ouais, je veux bien juste compléter ce que vient de dire Fanny en disant que, donc en fait, par exemple, quand je le déconseille pour juste boucler la boucle, la raison, c'est que déjà, c'est une fausse dichotomie. Il n'y a pas besoin d'être un impact team pour être impact driven. Parce qu'en fait, ce qu'on vient de décrire, et dans plein de conversations, c'est qu'on fait de l'impact driven. C'est-à-dire, on se pose la question de quel impact on va avoir.
et comment on le mesure et comment on y va. Et donc moi, chez Comet, par exemple, c'est ce que j'avais des équipes où on choisissait des impacts régulièrement, mais il n'y avait pas une équipe qui était liée à une métrique et qui ne faisait que ça, parce qu'on n'était pas dans ce stade-là de maturité. Et donc le truc sur lequel je voudrais finalement porter l'attention des gens, c'est que déjà, toutes les équipes n'ont pas besoin d'être impact team. Il y a plein de sujets. Par exemple, chez Mano Mano, à un moment, on a lancé en 6 mois un entrepôt. C'est pas, enfin, l'impact, c'est l'output, c'est-à-dire est-ce que l'entrepôt il est capable d'envoyer des colis, quoi. Mais en fait, c'était quasiment un projet, ce truc-là. Et donc, en fait, ça aurait été ridicule de le régler, enfin, de dire ça, c'est une impact team et on va le. Ouais, Donc, en fait, on peut mixer les modèles d'organisation. De manière générale, toute méthode, posez-vous la question de pourquoi vous voulez l'appliquer, à quoi ça va répondre, quels sont les prérequis, et mixer, parce qu'en fait, il n'y a pas de raison que ce soit tout le monde à la même enseigne, forcément. Et puis, ça dépend pas mal du stage de la boîte, etc. etc. Ouais, après, on n'a pas ça, c'est toujours le partage d'outils, le partage de méthodes, ça remet dans un contexte précis, le contexte de votre boîte. Merci à tous. Il y a eu plein de questions. On n'a pas répondu à toutes les questions. J'ai vu que certaines avaient été posées dans le chat. En tout cas, merci beaucoup, Fanny. Merci beaucoup, Olivier. C'était hyper intéressant d'avoir vos partages d'expé et aussi d'éclaircir quelques fausses bonnes idées. Pour tous ceux qui ont participé, merci également. Pour info, on a pas mal de jobs un peu sous-marins, que ce soit des postes de PM senior, de Head of Product et de CPO parmi des boîtes. Donc voilà, Maxime, qui est COO d'Avisio, vient de vous mettre le lien sur lequel vous pouvez postuler directement. Je vous mets aussi mon mail si vous avez des questions ultérieures. On filtrera pour poser les questions. J'en parlerai avec Fanny et Olivier. Voilà, je vous mets ça. Merci à tous. Le prochain Expert Insight, c'est le mois prochain. Olivier, Fanny, est-ce que vous avez une dernière petite 5 secondes de news ou un petit mot à dire pour qu'on croque pas trop sur le timing? Un petit peu d'autopromo, on recrute beaucoup chez Open Classrooms. Et pas avec Avisio. Pardon? Et même pas avec Avisio. On en parlera. Mais voilà, donc on a une page de recrutement, n'hésitez pas. Carrément. Moi, j'étais ravi d'intervenir avec Fanny parce que je trouve que j'adore la mission d'Open Classroom et c'est tellement utile et tellement important dans une société moderne d'avoir ce genre de processus qui marche bien. Donc, bravo déjà pour ce que vous faites et c'était top. Moi, par ailleurs, j'ai une newsletter si vous êtes passionné de produits. Je fais une curation de 5 liens par semaine sur Productverse. Voilà, vous pouvez le trouver sur mon LinkedIn, donc n'hésitez pas. Et encore merci. Edith, et ravi d'avoir discuté avec toi, Olivier. Ouais. Merci à tous. Et puis, du coup, à très vite. Bon appétit si c'est le burger de midi qui vous attend. Et puis, on se dit à très vite en ligne ou par mail. À bientôt. Merci, Edith. Merci à tous. Bye bye.